des reportages qui va intervenir juste après Catherine sur la pointe météo. Alors Catherine, grande expérience en matière aéronautique et ULM, puisqu'elle est en plus contrôleur, mais déjà en météo. Et surtout, chaque année, nous fait le plaisir d'encadrer le tout ULM. Elle est pilote hélico aussi. Comme ça, si ce soir, avant de partir, il y a certains qui veulent poser des questions sur la nouvelle classe ULM hélico, ce sera le moment. Et je voulais, Paul Prudent, me faire remarquer que j'ai oublié de répondre. Alors ça, c'est une grosse erreur. De ma part, j'ai pas réagi au fait qu'ils disent la Fédé est riche. Alors ça, je sais pas d'où il vient ça, mais il faudrait qu'ils me le disent et je vais le mettre en contact avec notre trésorière, Denise Lacotte. Tu me donneras ton numéro de téléphone et tu me diras d'où tu détiens ce renseignement parce que non, on n'est pas riche et notamment par rapport à d'autres fédés. Et ça, c'est parce que Alain Dreyer, il a créé cette fédé il y a que 20, 25, 30, maintenant 30 ans. Et qu'on n'a pas eu le temps de faire un matelas comme à l'époque, la FFA, la FFVV, là, ils sont riches. Mais nous, on n'est pas du tout. Oui. Non, mais c'est pour ça que je parle de... Attends, c'est dans l'autre sens. Ici, Voilà. vers le haut. Ouais. Comme ça. Voilà, c'est bon. Bonjour. Donc, on va faire un petit point sur la météo. Donc, avant de commencer, donc, je vous précise que l'objectif aujourd'hui, c'est un objectif, une journée dédiée à la sécurité. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est surtout, essentiellement, de l'importance de la météo en matière de sécurité sur les vols, et puis aussi comment obtenir un dossier de vol et des informations météorologiques pertinentes et qui sont indispensables avant de projeter tout vol. Voilà. Je considère que la météo, c'est une matière essentielle. C'est elle qui va vous mettre en difficulté ou pas dans vos vols, parce qu'un vol par grand beau temps, c'est toujours facile, et c'est quand la météo se corse que ça devient difficile. C'est elle qui va faire que vous allez vous faire peur ou pas, et que vous allez oser entreprendre le voyage aérien ou pas. Voilà. Donc ça, c'était la petite introduction. On va suivre le plan qui est présenté là, le cadre réglementaire en premier. Alors, le cadre réglementaire, c'est déjà l'obligation pour chaque pilote, avant d'entreprendre un vol, et en particulier une navigation, bien entendu, d'obtenir des informations météorologiques qui sont pertinentes et récentes. Alors, j'ai écrit pertinentes parce que je sais que dans la population des pilotes, on cherche des informations météo un peu partout. Il y a beaucoup de documents qu'on peut trouver maintenant sur Internet. Mais enfin, si vous regardez la météo dédiée aux agriculteurs ou celle dédiée aux entreprises du bâtiment ou celle dédiée à la marine ou celle dédiée aux pilotes, vous n'allez pas obtenir les mêmes informations. Alors, votre curiosité, finalement, elle est louable, mais enfin, il faut quand même aussi regarder surtout les informations qui sont pertinentes. Le site de Météo France en particulier est très bien fait. Et donc, voilà, chercher des informations au bon endroit. Voilà, ça c'est le premier message. Et puis le deuxième message, c'est des informations récentes. Alors, je pense tout à fait logique et de bon sens pour un pilote, la veille d'un vol, par exemple, c'est de se dire, bon, est-ce que demain je vais pouvoir voler ou pas? Je pense qu'on fait tous ça. Hein, voilà. Mais effectivement, il va falloir réactualiser cette information météo avant le départ. Hein, pas commencer à regarder le truc 6 heures à l'avance et penser que ça suffit. Reprenez une dernière information météo avant votre vol. Le deuxième cadre réglementaire, c'est nos conditions de vol. On vole en VFR. Hein, et le vol VFR, il impose des conditions minimales de visibilité et de distance par rapport aux nuages qui sont imposées par la réglementation. Donc je vais vous les rappeler rapidement, elles sont portées sur le petit tableau que vous avez ici, sur la diapositive. Ces minima météorologiques dépendent, premièrement, si vous êtes en dessus ou en dessous du niveau 100, et puis ensuite, si vous êtes en espace aérien contrôlé ou en espace aérien non contrôlé, et ensuite dans l'espace aérien non contrôlé,
si vous êtes en dessus ou en dessous de cette fameuse surface S, dont tout le monde parle, qui existe quand même. Alors, vous voyez, c'est en cascade, hein. Donc au-dessus du niveau 100, on n'y va pas souvent, c'est pour tout le monde 8 km de visibilité, une distance horizontale par rapport au nuage de 1500 mètres et verticale de 300 mètres. On descend d'un étage, c'est plutôt ça qui va nous intéresser, l'espace aérien contrôlé, ou alors au-dessus de la surface S, on a 5 km de visibilité minimale, et puis 1500 mètres latérales, 300 mètres verticales. Et en espace aérien non contrôlé et en dessous de la surface S, c'est seulement 1500 mètres de visi ou la distance parcourue en 30 secondes de vol, ramenée à 800 mètres pour les hélicos de visibilité, et hors des nuages et en vue du sol. La surface S, je pense que vous connaissez cette notion, c'est une notion qui est la plus grande des deux valeurs suivantes, 3000 pieds mer ou 1000 pieds sol. Donc vous essayez de visualiser 3000 pieds mer au niveau du sol, 3000 pieds, et puis dès que vous abordez du relief, ça suit la courbe du relief, et là ça sera 1000 pieds sol. Voilà, bon, tout ça c'est des valeurs. Ces valeurs sont très importantes parce que c'est celles que vous allez devoir checker, entre autres, hein, parce qu'on ne va pas regarder que ça avant de partir en vol, et surtout c'est celles que vous allez devoir réactualiser en vol, et c'est ça qui va orienter vos décisions en cours de vol, à savoir est-ce que je peux poursuivre mon vol, est-ce que je dois modifier ma route, est-ce que je dois me poser, hein. Donc toujours essayer de rester dans ce cadre réglementaire. Et ce cadre réglementaire, ce n'est pas seulement pour dire qu'on n'est pas en infraction, c'est parce que c'est un cadre qui normalement est quand même relativement permissif et qui doit vous protéger de vous mettre dans des situations extravagantes ou désagréables, au choix. Alors, comment je peux craquer ? Voilà. Alors, justement pour ça, et comme c'est une journée dédiée à la sécurité, je vais vous parler des chiffres et des facteurs humains. Et en particulier d'une étude qui a été menée par le bureau Enquête-Analyse et qui parle de l'objectif destination, c'est-à-dire vouloir arriver à tout prix, vouloir réaliser un vol à tout prix. La météo, dans les statistiques, intervient dans à peu près 4 à 5% des accidents. En revanche, ça casse fort, c'est-à-dire c'est 50 à 60% des décès enregistrés. Dominique en parlait en présentation, le vol en radada, le vol quand on est dans le brouillard, le vol où on se fait enfermer, etc. Donc la météo a une importance considérable dans les accidents, dans l'aviation. Ça, c'est des valeurs qui concernent toute l'aviation générale légère, hein, qui cumule l'ULM, l'avion, voilà. Donc, ayez cette notion en vue, de façon à vous dire que la météo, c'est quelque chose de très important si vous n'en étiez pas encore convaincu. Dans ces chiffres, la plupart des dégâts interviennent par perte de référence visuelle extérieure, c'est-à-dire que vous vous retrouvez dans les nuages, ou alors par la volonté absolue de conserver précisément ces références visuelles extérieures, ces conditions VFR, ce qui vous entraîne à voler à très très basse hauteur. Alors, on va parler en premier du vol à basse hauteur. Le vol à basse hauteur, c'est quand vous commencez à évoluer de façon continue à une hauteur de vol qui est inférieure à 500 pieds. Donc, au point de vue facteur humain, qu'est-ce que ça génère, ça ? Évidemment, ça génère du stress, vous commencez à être en situation difficile. Quand vous avez du stress, eh bien, les ressources que vous avez pour gérer le vol diminuent, parce que vous savez qu'il est admis dans les facteurs humains qu'on a un ensemble de ressources qui sont limitées. Quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif, c'est simplement on a une capacité qu'on peut par exemple placer sur un camembert, et on sait que la gestion du stress va intervenir pour 15%, la gestion de la machine, par exemple, pour 30%, la gestion de la radio, la gestion à l'intérieur du cockpit si vous êtes en équipage, etc. Et que ça va remplir le camembert.
Quand vous êtes en situation de stress, vos ressources vont diminuer parce que le stress va prendre, par exemple, 75% du camembert. Donc vous voyez ensuite la place qui vous reste dédiée à gérer la machine, gérer vos passagers qui sont inquiets, gérer les outils à bord que vous connaissez peut-être plus ou moins bien, etc., etc. Et c'est là qu'on commence à se retrouver en situation vraiment difficile. Donc ce vol à basse hauteur occasionne du stress, vos ressources mentales vont commencer, enfin votre disponibilité pour gérer cette situation va finalement se trouver moins grande que ce que vous pensiez. Vous pouvez même en arriver à ce qu'on appelle au freezing, c'est-à-dire à ne rien décider, à être un petit peu paralysé par la situation, à ne plus être tellement maître finalement de la conduite du vol. Et ceci conduit à des accidents. On peut rajouter à ça la tombée de la nuit et la gestion du pétrole. Alors là, on est au sommet de la situation catastrophique. Ces accidents, quand ils arrivent par collision avec un obstacle. Dominique en parlait tout à l'heure, par exemple la collision avec une ligne électrique, ou alors la perte de contrôle par décrochage ou virage engagé en essayant de faire demi-tour, voilà, des situations comme ça. Donc le vol en situation météorologique dégradée, premier danger, une des causes d'accident, le vol à basse hauteur. La deuxième chose dont je vous ai parlé, c'est donc vous perdez les références visuelles extérieures, vous n'êtes pas en basse hauteur, mais vous êtes dedans. Et vous êtes dedans, donc dans la couche, hors de conditions de visibilité. Et là, il y a deux cas qui vont se présenter. Dans ces deux cas qui vont se présenter, le numéro 1, vous ne savez pas faire, hein, parce que dans votre apprentissage de pilotage, on vous apprend à voler en vol à vue. Et là, vous mettez en œuvre évidemment la vue, hein, comme dirait l'autre, et puis aussi d'autres organes sensoriels. Et sans un entraînement assez poussé à certains automatismes, et en particulier à la notion de circuit visuel, vos sensations physiques vont se trouver en opposition avec les indications de l'horizon artificiel. Et ça, c'est très très difficile pour quelqu'un de non entraîné de se débarrasser de ça. Donc en particulier, dans le sens de l'équilibre, on va dire, hein, vous avez l'oreille interne, mais l'oreille interne privée de la vue, elle ne sait pas distinguer la pesanteur d'une force centrifuge. Dans les sensations musculaires, le sens de la position, qui intervient aussi qui intervient normalement en vol VFR, votre corps va plus savoir distinguer si une accélération vient d'une descente, d'une montée brusque ou d'un virage fort. Hein. Une lumière qui se réfléchit sur la verrière en IMC peut vous donner l'impression que vous êtes incliné. Un passage successif dans des couches nuageuses en strates, par exemple, peut vous donner l'impression que vous êtes avec une forte assiette. Vous pouvez confondre les lumières du sol que vous apercevez de temps en temps avec les étoiles, ou vice-versa. Vous voyez, toutes ces perturbations sensorielles peuvent vous amener à perdre le contrôle de la machine. Et donc, pour des gens non entraînés, le vol IMC en cause d'accident intervient par rupture en vol sous facteur de charge. Le deuxième cas, c'est les gens savent faire, ils se disent « bon, je suis dedans, mais je sais faire ». Et dans ces cas d'accident-là, c'est la non prise en compte de l'environnement, donc du relief possible sur la route, hein, qui conduit à l'accident. Donc, gardez ces chiffres en vue parce qu'ils sont extrêmement frappants, on va dire, au sens propre du terme. C'est que finalement, la météo, c'est une petite part des accidents, mais en fait, ils coûtent très très cher. Hein. Voilà. Ça plombe l'ambiance, hein. Alors, l'interruption volontaire du vol, sur des statistiques qui ne sont pas tout à fait récentes, mais qui sont parlantes, entre 1997 à 2002, cette période-là a été recensé 10 accidents, mais aucune victime. Ça signifie que
Il y a des dommages matériels, effectivement, hein, puisque dans la classification de l'accident, ça signifie que l'appareil ne peut pas repartir. Bon, il y a quand même eu de la casse, mais il n'y a pas de victime physique. Hein. Comme Dominique vous le disait précédemment, c'est sûr que la société actuelle accepte mal que les gens se tuent comme ça en faisant de l'avion. C'est pas... Et puis nous non plus, on ne l'accepte pas. Alors ça aussi, c'est des facteurs humains, c'est savoir à un moment voir comment la situation évolue et savoir changer sa stratégie, renoncer à son vol, faire demi-tour, voire se poser. Pardon. Donc pour une population ELM, vous êtes quand même habitué à vous poser finalement assez facilement à gauche et à droite. Pour la population avion, c'est parfois un petit peu moins admis. Mais changez vos points de vue, c'est-à-dire que c'est plutôt positif d'interrompre son vol et de se poser en l'ayant préparé en aussi grande sécurité possible, de se poser dans un champ, plutôt que de continuer en cherchant à arriver à tout prix et aller jusqu'au carton. Hein, parce que le carton, il tue. Hein, d'accord ? Et ça, c'est nos états d'esprit aussi, hein, c'est-à-dire qu'arriver à tout prix, oh là là, il est fort, il a volé par condition, lui, quand les autres partent pas, lui, il part, ou elle part, il se débrouille bien, etc. Non, c'est pas ça, ça peut être de l'irresponsabilité, de la témérité. Alors c'est vrai qu'on fluctue toujours, parce que on vole pas toujours en situation météorologique absolument idéale, le super cavoc, enfin, pète de vent, etc. Mais il faut faire la part, justement pour vous, de votre entraînement, depuis combien de temps vous avez volé, de votre forme du moment, hein, et puis faire le bon poids entre ne pas être trop timoré et ne pas être trop téméraire. Voilà. Alors, bon, après avoir parlé de ça, on va revenir un petit peu à la recherche d'éléments pour le vol. Comment justement vous préparer météorologiquement à effectuer un vol. Vous avez un site, le site de Météo France, qui est extrêmement bien fait. Vous pouvez y accéder via Olivia, ou enfin AeroWeb, c'est la partie web météo de Météo France. Hein. Donc vous avez un bandeau tout en haut du site de Météo France où il est marqué Prévision. Vous cliquez sur cet onglet, vous avez Aviation, Marine, je ne sais pas trop quoi, vous allez sur Aviation. On vous demande votre nom d'utilisateur et votre mot de passe qui est parfaitement gratuit. Et à partir de là, vous allez avoir la possibilité d'obtenir tous les documents qui sont nécessaires à obtenir un dossier de vol complet. Ces documents, je suppose que vous les connaissez, hein, je ne vous parle pas chinois là en ce moment. Il y a la TEMSI qui est une carte graphique, qui est une carte du temps significatif, on va la voir après en image. Une carte des vents, les métars et les TAF qui sont des messages. Et puis en plus aussi, il y a des images satellites ou des images de radar de précipitation. On va y revenir sur la diapo après. Je continue aussi. Vous pouvez aussi faire appel à un prévisionniste si vous n'avez pas un accès Internet, avec le numéro qui est marqué ici, hein, le 08 99 70 12 15. Quand vous êtes vraiment dans la pampa et que vous cherchez à avoir des informations précises, vous allez tomber sur un prévis météo qui est dédié à l'aéronautique et qui va pouvoir vous dire effectivement en temps réel, il vaut mieux passer par ici, il vaut mieux passer par là, où la situation est ceci et cela. Et là, vous allez tomber sur des gens qui sont extrêmement experts, enfin c'est normal, c'est leur métier, mais qui vont vraiment vous dire si c'est possible ou pas de continuer votre vol si vous êtes dérouté sur un terrain, ou s'il vaut mieux poursuivre vers le nord ou au contraire contourner. Je me souviens d'un vol que j'avais fait au départ d'Avignon, où je devais remonter sur Paris, et j'ai fait un truc extraordinaire, j'ai fait Avignon, Orange Plan de Dieu. Vous voyez, super nave. Et puis, il y avait un front qui était en train de passer. Je commençais à me sentir un peu collé de plus en plus vers l'est, où il y a du relief, comme vous ne l'ignorez pas dans la vallée du Rhône. Et puis, donc, j'ai appelé ce numéro. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? J'attends que ça passe et je continue ensuite. Et je prendrai la vallée de Saint-Étienne de la Loire, ensuite pour remonter par Moulins et compagnie. Regarde bien, non, non, absolument pas. C'est complètement bouché. Il y a du cunam partout. Ce qu'il faut, c'est attendre que ça passe et puis passer par l'ouest complètement, contourner le Massif central. D'accord?
Donc, c'est ce que j'ai fait, contourner le Massif central, finalement pour se retrouver à Rodez, parce qu'après il y avait un front froid secondaire qui passait, et puis dire stop pour la journée, on arrête là, on se prend une chambre d'hôtel, et on a terminé le vol le lendemain matin pour rentrer sur Paris. Mais sinon, intuitivement, je me serais dit, bah, je continue, et puis je vais prendre la vallée de la Loire, passer comme si... Bon. Donc c'est un numéro qui est très intéressant à avoir. Bon, pour l'ULM, je ne sais pas, vu que je ne pratique pas l'ULM, mais sur les licences, sur les petites cartes de licence fédérale avion, c'est un numéro qui est porté au dos, et donc chaque fois que vous avez votre carte de pilote avion, au dos, vous avez ce numéro qui est indiqué, vous pouvez appeler quand vous voulez. Alors, ensuite, j'ai la petite ligne du bas, en ligne et téléchargeable et aussi accessible auprès de vos aéroclubs. Voilà. Il y a le petit fascicule de Météo France, version 2011-2013, qui est édité, qui a été distribué dans tous les aéroclubs là récemment, donc vous pouvez chacun obtenir un exemplaire qui est extrêmement bien fait. Il existe aussi sur le site de Météo France, on en parlait tout à l'heure pour la radio, il existe un didacticiel, enfin, tout ça pour s'entraîner à la lecture des messages, à l'interprétation, au code, etc. Et donc, je vous conseille de regarder ça sans modération, comme je l'ai écrit sur la diapo. Il est distribué. Il est distribué. Oui. Il est également sur le site de la fédération. Vous pouvez l'avoir et l'imprimer. Il est sur le site de la Fédé, il est sur le site de Météo France, il est téléchargeable, vous pouvez le regarder hors connexion une fois que vous l'avez téléchargé, ou l'imprimer si vous voulez, ou en récupérer un exemplaire tout simplement. Voilà. Alors, maintenant, on va revenir sur le dossier de vol idéal, TEMSI, carte des vents, METAR-ETAF. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Alors là, vous allez me dire, zut. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut être bon en météo? Il faut être bon en météo parce que maintenant, les informations qu'on vous donne, ce sont des informations codées et qu'il faut absolument que vous sachiez les décoder, les lire et aussi les exploiter. Auparavant, on avait facilement accès aux stations météorologiques et vous pouviez avoir un prévisionniste qui vous faisait même des coupes magnifiques. Là, vous avez du bleu et puis là du gris et là des nuages qui montent à telle altitude, etc. C'était magnifique, on se reposait un peu sur les météos. Ça a changé, tout ça. Maintenant, vous avez accès à des documents par Internet, mais c'est à vous d'être... En fait, vous devez devenir des prévisionnistes, d'une certaine façon. Je le dis, je parais plaisanter, mais c'est ça. Pour préparer un vol, préparer la partie météo de votre vol, vous devez bien comprendre la situation, savoir ce que c'est qu'un front chaud, qu'un front froid, ce que ça implique, etc. Et c'est pour ça que je vous renvoie à ces didacticiels et à, aussi souvent que possible, prendre une situation météo, essayer de la lire vous-même ou à plusieurs, confronter vos analyses de façon à ce que vous ayez vraiment de l'aisance avec ça. Donc la carte TEMSI, la carte du temps significatif, c'est la carte qui est en haut à gauche sur la diapositive. C'est celle qui va vous donner la situation générale. Elle va vous porter les fronts, front chaud, front froid, leur déplacement. Elle va vous porter aussi les visibilités. Elle va vous porter les planchers plafonds des nuages sur une tranche sol niveau de vol 150. Et aussi tous les phénomènes significatifs sur la route et les phénomènes dangereux. Les phénomènes significatifs, c'est brume, brouillard, pluie, bruine, les phénomènes dangereux, évidemment, les cumulonimbus, du givrage, de la turbulence. Et s'il y a des phénomènes particuliers, ils vont être portés en marge. Voilà. Donc, dans l'analyse d'un dossier de vol, c'est la première carte que vous allez regarder pour vous faire une idée de la situation générale. Déjà, s'il n'y a pas de front porté, c'est déjà un bon point pour votre vol. Et le deuxième point, s'il n'y a pas dans la marge des phénomènes dangereux portés, par exemple de fortes turbulences dans la vallée du Rhône, comme il y a partant de gros Mistral, ben déjà ça vous enlève les phénomènes dangereux, on va dire. Hein. Ensuite, vous allez regarder la carte des vents. Pourquoi la carte des vents est importante? Ben parce que ça va impacter votre temps de vol, hein, vent de face, vent arrière.
votre dérive aussi, vous allez calculer ça. Et puis ça peut jouer aussi tout simplement sur les performances de votre machine. Si vous prévoyez de vous poser sur une piste et qu'à l'arrivée, vous allez avoir 25 nœuds plein travers, il faut prévoir déjà au départ peut-être de chercher une autre piste de déroutement. Hein, c'est pas... Voilà. Donc les vents, ils sont importants pour ça. La hauteur de la base des nuages, bah, évidemment, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, et la nébulosité, c'est important par rapport au respect des conditions VFR. La visibilité aussi est portée importante par rapport aux conditions VFR. La situation générale, il faut la savoir, le temps sensible, et les phénomènes dangereux. Et ensuite, vous allez avoir ces messages qui sont codés. Vous savez qu'ils sont de 2 types, et même de 3 types, enfin il y en a encore plus que ça, mais les essentiels, c'est les métars qui sont des messages d'observation. Donc un métard, c'est un message qui n'est pas discutable, hein, c'est quelque chose d'absolument objectif. Et les TAF qui sont des messages de prévision. La carte TEMSI aussi est une carte de prévision. Pardon, je suis un petit peu peut-être brouillon. La carte TEMSI aussi est une carte qui est prévue, qui est éditée toutes les 3 heures et qui est mise en ligne 2 heures avant le début de validité. Donc quand vous allez partir, il faut quand même confronter, déjà tracer votre trajet sur votre carte TEMSI, voir ce que vous rencontrez au passage, et puis comparer avec les métars que vous avez à disposition, qui sont des messages objectifs, puisque ce sont des observations, comparer les métars avec ce qui est indiqué sur votre carte TEMSI. Parce que la météo, c'est pas une science parfaitement exacte. Bien que ces cartes soient très précises, bon, il peut arriver qu'il y ait un décalage favorable ou défavorable dans l'avancement, par exemple, d'une perturbation. Hein, et ça, vous devez le regarder. Donc toute cette chose-là, ça va vous permettre de vous faire vraiment une idée et puis de partir en sécurité. Hein. Alors, si on devait essayer de recommander une méthode, bon, je ne l'ai pas inventée, hein, je l'ai tirée tout simplement du petit fascicule qui est édité et je vous le répète, qui est extrêmement bien fait. C'est déjà avant tout de commencer par la situation générale. Analyse de la TEMSI, est-ce qu'il y a un front, est-ce qu'il n'y en a pas? Les vents, est-ce qu'ils sont pénalisants, même, est-ce que ça devient rédhibitoire ou pas? Et ensuite, logiquement, de regarder votre terrain de départ. Si votre terrain de départ, vous avez les conditions VMC, ok, vous pouvez avancer dans l'étude du dossier. Si vous n'avez pas les conditions VMC, eh ben, 2 cas, où on reporte le vol, où on le diffère un petit peu dans le temps, on va partir plus tôt, plus tard, etc. Enfin, plus tard, en l'occurrence. Ou alors on l'annule. Hein, d'accord? Pour savoir si on peut partir plus tard, vous allez consulter le TAF. Hein. Et ensuite, en route, eh ben, vous allez regarder tous les éléments qui sont sur la carte TEMSI et qui sont aussi sur les prévis, puisque le TAF, ça va concerner dans l'avancement du vol, donc des tranches horaires qui vont aller au-delà de l'heure actuelle, logiquement. Hein. On n'est pas encore en train de remonter le temps. Voilà. Et ensuite, il y a une prise de décision, c'est-à-dire, voilà, je pars ou je diffère mon vol, ou alors je le reporte, ou alors j'envisage une autre route, ou alors je sais que ce vol va être difficile et j'y suis préparé, j'ai prévu mes terrains de déroutement, voilà, toutes ces choses-là qui vous conduisent à avoir un vol avec un maximum de sécurité au point de vue météo. Voilà. J'ai rajouté en dernière ligne et souligné l'intégration de ce qu'on appelle maintenant les facteurs humains, c'est-à-dire prenez toujours en compte votre entraînement. Vous volez toutes les semaines, parfait. Vous volez tous les 3 mois, attention. Votre forme du jour, vous avez fait la fête, vous sentez que ces temps-ci vous êtes fatigué. Si c'est un vol facile, pas un pet de turbulence, sûrement ça va bien se passer, sinon... Hein. Tout ça, c'est à intégrer et ça, c'est votre responsabilité de commandant de bord, hein, de prendre ça en compte, et d'autant plus si vous emmenez des passagers, bien entendu. Pendant le vol, c'est pas tout de bien avoir préparé son vol, pendant le vol, vous devrez réactualiser tout ça. Tous ces paramètres, la visibilité, elle est conforme, ou finalement, c'est pas si terrible que ça. Le plafond, il est plus bas que prévu. Et tout ça, ça va à nouveau orienter vos décisions de commandant de bord. Qu'est-ce que je fais?
Je continue comme ça parce qu'il faut absolument que j'arrive à destination. Je continue comme ça parce que j'ai un GPS qui me dit que c'est tout droit. Je vais bien finir par y arriver. Ou alors, je me déroute. Hein. Voilà. Allez toujours dans le sens de la sécurité. Prenez en compte votre expérience et soyez prudent, quoi, tout simplement. Hein. Alors, la façon de réactualiser le vol aussi, c'est d'avoir vos propres observations. Ça, c'est ce que je viens d'évoquer. Hein, vos observations, d'être assez affûté pour pouvoir estimer où vous en êtes au point de vue météorologique. Hein. Faites un tour d'horizon. Je me souviens avoir fait une fois un vol avec une élève en Normandie. Il y avait un cunimbe, c'était noir, mais incroyable, à droite. Et bon, nous, c'était bleu, droit devant. Et à un moment, je lui dis, t'as vu ce qu'il y a à droite? Il me dit, ah ben non. Tout d'un coup, la tête à 90 degrés, ah ben non. Vous voyez, il faut quand même être un petit peu dans les sensations, enfin, regarder un petit peu l'environnement, ce qui se passe autour. Hein, d'accord? Alors, ça, c'est vos observations personnelles en vol. Et puis, il y a d'autres outils qui sont mis à disposition. Les fréquences volmètres, qui sont des fréquences VHF, sur lesquelles vous avez des messages enregistrés d'observation de tous les terrains de France et de Navarre par ordre alphabétique, enfin les principaux, hein, les plus gros terrains, je ne sais pas, Paris, Lyon, Strasbourg, etc. Je trouve que c'est parfois un petit peu fastidieux personnellement, parce que si vous chopez pas le bon en premier, vous devez faire tout le cursus avant de retomber sur celui qui vous intéresse. Et puis c'est un peu long, et quand vous en êtes à faire ça, c'est que c'est pas forcément terrible. Voilà. Vous avez aussi des contacts VHF avec les tours, encore faut-il ne pas être trop bas et pas être hors de portée VHF, hein, pas être déjà rendu à ces extrémités-là. Vous avez aussi les fréquences ATIS, mais là c'est pareil, hein, vous pouvez réactualiser un QNH, écouter la météo, voilà. Et j'avais un instructeur dans le temps qui me disait, bah, quand tu appelles un terrain et que tu entends que ça tourne, c'est déjà que c'est pas si catastrophique à l'arrivée. Vous voyez, faites-vous vos petits références personnelles pour savoir un petit peu comment évolue la situation. Voilà, je voulais vous parler juste un petit mot. Alors là, c'est météo. Vous savez que sur les messages codés, donc les METAR et les TAF, maintenant, on inclut une notion de visibilité dominante et visibilité minimale. Donc, il ne faut pas que cela vous déstabilise dans la lecture des messages. En l'occurrence, la visibilité minimale est portée dans ces messages quand elle est inférieure à 1500 mètres ou alors quand elle est inférieure à 50% de la visibilité, disons, dominante sur le tour d'horizon et qu'en même temps, elle est inférieure à 5 kg. Hein. Donc, je vous ai donné un exemple. Oui, ça paraît un peu... mais dans la lecture, ça sera facile. Vous n'êtes pas obligé de connaître cette définition théorique de la visibilité minimale. Par exemple, là, j'ai écrit LFMV, donc le code OACI d'Avignon, le 12, aujourd'hui à 6 heures Zoulou. C'est un exemple, hein, je l'ai créé de toutes pièces. Hein. Le vent variable 3 nœuds. La visibilité sur le tour d'horizon est de 8 km, mais dans le secteur sud-est du terrain, il n'y a que 3500 mètres de visie. Il n'y a pas de nuages significatifs, no significant cloud, la tempête 12, le point de rosée 10 et le QNH à 1020. Hein, voilà. Donc, soyez pas surpris, mais pour être à l'aise avec tout ça, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Hein, et faire l'étude de dossier météo aussi souvent que possible. Alors, très rapidement, les phénomènes dangereux en aéronautique. Bah, le vol par mauvaise visibilité, plafond bas ou en IMC, je vous en ai assez longuement parlé précédemment, donc je ne vais pas insister. Mais quand même, on rentre un petit peu dans la mauvaise saison, même si on peut rencontrer des plafonds bas en toute saison. L'hiver, ce n'est pas très propice. Les entrées maritimes aussi. Quand on est sur de l'air froid qui se sature beaucoup plus vite en humidité que de l'air chaud, bah, ici, on n'est pas très loin de la mer. Si vous êtes dans un flux de sud, vous pouvez avoir du stratus qui s'est formé sur la mer et qui est advecté, transporté dans ce flux de sud sur la Terre, et puis avoir des terrains qui se bâchent très très vite comme ça au point de vue météorologique, hein, ou au passage d'un front. Le givrage carburateur aussi, on rentre dans la mauvaise saison. Vous savez que dans votre carbu, vous avez une tempée qui est à peu près 15 degrés plus basse que celle qui est la température extérieure. Donc, être sensibilisé là-dessus. Les précipitations aussi, bon ça c'est qu'on avancera un petit peu plus dans l'hiver.
Si vous volez par température négative et que vous avez des précipitations, vous pouvez avoir des précipitations de pluie sur fondu, c'est-à-dire vous avez de l'eau sous forme liquide, enfin, des gouttelettes d'eau qui sont en fait à température négative et qui n'attendent qu'un choc pour se transformer en glace, hein, puisque cet état d'équilibre est instable. Hein, de l'eau à température négative, ça y reste pas longtemps. Hein. Dès qu'il y a un choc, cet état d'équilibre qui est instable va être rompu et donc vous allez avoir de la glace sur votre avion. Bon, ça, c'est des situations assez particulières et qui sont mentionnées dans les prévisions. Le deuxième grand danger, évidemment, c'est le cumulonimbus, le nuage d'orage par excellence, qui est une formidable machine thermique extrêmement dynamique avec un fort développement vertical. Je vous ai mis une belle photo avec une belle enclume là-haut, et qui génère tout un tas de phénomènes extrêmement désagréables, déjà des turbulences extrêmement fortes, de la grêle possible, du foudroiement, du givrage, des turbulences sévères, des cisaillements de vent. Donc il est recommandé de contourner très largement un cumulonimbus quand vous envoyez un magnifique sur votre route. Ou alors de vous poser. Voilà, donc en petite conclusion, pour voler bien, ou pour voler en sécurité, préparez vos vols au maximum parce que cela vous donnera de la disponibilité, hein, c'est ce que je vous indiquais avant sur les ressources, vos ressources personnelles en vol, c'est quand les choses sont préparées, ça va toujours beaucoup mieux, que ce soit pour la préparation de votre vol ou pour la météo, hein. Et puis réactualiser tout ça pendant le vol. Voilà.